news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, l'auditorium de la primature de la République de Côte d'Ivoire a abrité la réunion de restitution d'une mission malaisienne en présence du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Achi. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vendredi 11 juin 2021, il est 15h lorsque l'auditorium affiche complet, mesures barrières respectées et présence de toutes les personnalités devant prendre part à cette réunion. Le maître de cérémonie annonce le déroulé et introduit le Premier ministre, son Excellence Patrick Achi. Après la présentation du Dr Cha, elle sera suivie de brefs échanges et des mots de conclusion par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre, s'il vous plaît. Il y a de cela quelques années, comme vous le savez, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons initié une réflexion qu'on a appelée donc Côte d'Ivoire Vision 2030, Côte d'Ivoire solidaire, si on veut utiliser, je dirais, un terme qui est beaucoup plus répandu et qui avait pour objectif de projeter la vision de notre pays à un horizon 10 ans dans une logique de transformation structurelle approfondie et accélérée. Comme l'a dit le chef de l'État, voire 2 fois plus loin et 2 fois plus vite. Dans le processus de réflexion et dans la démarche qui a été utilisée, pendant lequel on a eu bien sûr l'accompagnement des bailleurs de fonds, d'un certain nombre de cabinets et de multinationales mondiales, nous avons également fait des visites de terrain. Nous avons été au Vietnam, nous avons été en Corée et nous avons été en relation avec des partenaires, bien sûr, comme je le disais, de la Malaisie et de la Thaïlande. Au moment où démarre la phase de mise en œuvre de Vision 2030, qui va être finalisée dans quelques semaines dans le cadre du plan de développement, le PND 2021-2025, il a semblé opportun que l'équipe qui avait travaillé dans le cadre de cette réflexion au niveau de la Malaisie et de la Thaïlande vienne sur place en contact du terrain en Côte d'Ivoire et voit véritablement toute la marge de progression que nous avons, tout le potentiel que recèle ce pays, mais surtout nous dire, eux qui, il y a environ 20 ans ou 30 ans, étaient à l'étape où nous sommes aujourd'hui, comment ils ont fait en l'espace de 20 ans pour arriver si rapidement, si loin, afin que, tirant les leçons de leur expérience, nous puissions, nous, en 10 ans, arriver à faire ce qu'ils ont fait en 20 ans. Je crois que c'est un peu ça, la logique de l'exercice que nous faisons actuellement et qui justifie la mission, je dirais, pour laquelle ils sont là. Je souhaiterais remercier tout particulièrement les ministres en charge des ressources halieutiques, le ministre de l'économie numérique et le représentant du ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, lui transmettre nos remerciements pour la disponibilité dont ont fait preuve les techniciens qui étaient donc en charge de les conduire ici et là sur les différents sites dont on a donné les noms. Aujourd'hui est un jour extrêmement important parce que démarre véritablement une phase importante de mise en œuvre d'une vision. Et je pense que les jours, les semaines, les mois à venir vous permettront de voir que ce que nous avons dit lors de Vision 2030, ce que nous avons dit et les promesses que nous avons faites durant la campagne n'étaient pas juste des mots de campagne, mais revêtaient une réalité conforme à ce qui va se passer au cours des prochains mois. À la suite du Premier ministre, ce fut le tour du chef de la mission des experts malaisiens, Dr Sharidan Fayez. I'm very happy to see many familiar faces actually. We have managed to spend a good amount of time with you over the last 2 weeks. I have my team over here, so perhaps I could just very quickly introduce my team. But what we find most importantly when we go in all your rural areas is we find a lot of entrepreneurs. There are a lot of people out there who are trying on their own, investing their own money, putting their own effort
trying to learn the latest things, trying to connect to new supply chains. And we find that very encouraging, very, very motivating, in fact. And I think what my colleagues are going to present here today is really to share with you some of the findings that we've made, and some ideas that we have in terms of how can we stimulate or catalyze transformation, in your various sectors, in the various parts of the country. So the key word that I think we want to use, or the key theme, is the idea that we're not starting from zero. There is already momentum for change. Après cette présentation de la délégation malaisienne, un huis clos hors caméra était sanctionné par la présentation d'un film sur écran dont l'équipe CNN n'a eu que l'intitulé, à savoir Côte d'Ivoire, transformation programme stratégique plan 2030. Après le huis clos, les équipes de télévision présentes NCI, RTI, CNN et la presse écrite ont regagné l'auditorium, non sans prendre quelques images d'échange en anglais face à face entre le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le Dr Sheridan Fayez de la délégation malaisienne. So why don't you guys do it and in many other areas, and we start everything together. We don't know which one are going to succeed much faster than the other one. So why don't we miss maybe the one that is going to be faster? That's why I say we can move on and do so many things at the same time. We'll be asking free questions. Otherwise, you will have only my comment and my question. So I don't want to answer right now. But if you can just a few words about what I said, then I can leave and let the room for yours. C'est alors que s'en est suivie la photo de famille. Et CNN, la télévision autrement, a pris quelques impressions des personnalités politiques et des affaires. C'était une séance de travail très intéressante, puisqu'il y a eu 2 semaines de mission, donc de l'équipe malaisienne, à la demande du Premier ministre. Mais au final, ils ont fait de bonnes recommandations. Et je pense que le plus important pour nous, dès aujourd'hui, c'est sous l'impulsion du Président de la République, du Premier ministre, de s'organiser afin de mettre en œuvre leurs recommandations. J'ai été assez émerveillé, d'abord par l'allocution du Premier ministre et d'abord sa manière de défendre ce dossier avec encore des personnes qui parlent pratiquement anglais. Et j'ai été très, très, très émerveillé du dossier qu'il a su traiter. Et nous sommes très fiers. Et nous savons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec toute la multiplicité du développement, nous pouvons aller à l'avant. Si l'accès aux médicaments reste un sérieux problème en Afrique, l'accès de médicaments de qualité l'est encore plus pour le Cameroun. Afin de soigner ce mal, les pays africains ont conclu le 11 février 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie, un traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Le gouvernement camerounais a soumis au Parlement un projet de loi afin d'autoriser le président de la République à ratifier ce texte. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi est passé devant les élus locaux à l'Assemblée nationale lors des discussions générales présidées par Kava Yégué Djibril. Pendant l'exercice de questions-réponses, quelques interventions ont retenu l'attention, notamment celle de l'honorable Cabral Libi. L'article 35 du décret qui réorganise le LANACOM du 11 décembre 2018 précise bien que le laboratoire, ses ressources proviennent des quotes-parts de l'homologation des médicaments, du produit des prestations de services, des subventions et contributions de l'État. Donc, pourquoi un EHPAD qui reçoit les contributions de l'État a des problèmes de salaire et pourquoi on doit les amputer à ces prestations? Et puis j'ai appris quelque chose ce jour-là, monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous entendre là-dessus. Les employés du LANACOM me disaient que le LANACOM est bien équipé et que ça, il faut le reconnaître. Le gouvernement a pris des dispositions pour qu'il y ait le dispositif technique qui permet de contrôler les médicaments. Et l'autre jour, et je finis par là, nous étions au Hilton à la faveur d'une assise sur le paludisme et nous apprenions de la bouche du représentant de l'OMS au Cameroun que parfois dans les pays comme les nôtres, 25% des médicaments, je parle du docteur Fanuel Abimana, le représentant de l'OMS, que 25% des médicaments que nous voyons en circulation, y compris dans les pharmacies, sont parfois de faux médicaments.
et que le business du faux médicament au Cameroun rapportait 2 fois ce que rapporte le trafic de l'héroïne. Et il nous disait alors que c'est une situation grave. Je l'ai même interpellé en lui disant, y compris dans les pharmacies, parce qu'on sait déjà que ce qui est vendu dans la rue est mauvais. Il nous a répondu, chers honorables, je vous dis, y compris dans les pharmacies. Et du coup, je me suis dit, mais si nous avons un outil comme le LANACOM, c'est cet outil qui doit nous prémunir de cela. Sauf que j'apprenais le jour où je suis allé voir les grévistes que les médicaments n'arrivent pas chez eux pour le contrôle. Et qu'il y a des directions au ministère qui se chargent de faire ce contrôle selon des mécanismes qui leur échappent, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas préempter les médicaments. Ils attendent que le ministère leur envoie les médicaments pour qu'ils les contrôlent. Je me suis dit, tout cela ne peut pas être vrai. Mais absolument pas vrai, parce que sinon, ça s'apparenterait à un complot pour assassiner les Camerounais. Et je vous connais, monsieur le ministre de la Santé, vous n'êtes pas un criminel. Donc, je voudrais vraiment me rassurer que ce qui m'a été dit ce jour-là n'était pas vrai. Pour éradiquer ce fléau de faux médicaments, le docteur Manaouda Malachi entend compter sur l'Agence africaine du médicament, mais aussi et surtout sur la mobilisation de tous les Camerounais. Disons-le simplement comme ça, c'est que nous devons compter sur l'ensemble des Camerounais pour éradiquer ce phénomène. Le phénomène, vous le savez très bien, nous partons d'une dépendance physique, d'une dépendance psychique, parce que le consommateur, lorsqu'il a un problème, il veut avoir accès tout de suite à un produit. Et un produit qui puisse, n'est-ce pas, répondre à sa bourse. Et donc, c'est pour cela que nous pensons que nous devons d'abord par un comportement et maintenant compter sur l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire en sorte que chacun joue un rôle déterminant dans l'éradication de ce phénomène. Toujours est-il que le ministère de la Santé publique est à pied d'œuvre. Nous avons sur le plan technique, nous avons des inspections que nous faisons de manière régulière avec prélèvement d'échantillons que nous envoyons à l'ANACOM pour vérification de la qualité des médicaments. Et donc nous pensons qu'avec ça, nous pourront arriver à bout de ce phénomène. Pour rappel, il est question de mettre en place un organisme au niveau continental destiné à harmoniser la réglementation des produits médicaux, particulièrement les médicaments, et d'assurer leur contrôle et leur qualité ainsi que leur efficacité. L'Agence africaine du médicament va ainsi permettre d'accroître l'accès à des produits sûrs et innovants, afin de contribuer notamment à la lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure qui circulent régulièrement en Afrique. Toute chose qui constitue au niveau national un outil complémentaire dans la lutte que le Cameroun mène depuis longtemps contre le médicament de la rue. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire annonce qu'en raison du refus réitéré de Dame Simone Eivey, son épouse depuis des années, de consentir à une séparation à l'amiable, il s'est résolu à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan pour une demande de divorce, a écrit son avocat dans un communiqué. Une séparation à l'amiable aurait sûrement été la voie du règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque, selon l'avocat du président Laurent Gbagbo. En effet, le couple s'est marié en janvier 1989 et de cette union sont nées 2 filles. Elles ont été de ferventes opposantes au père de la nation Félix Houphouët-Boigny, de regretter mémoire, premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Le couple s'est battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés ensemble en avril 2011 après leur refus de reconnaître la victoire à l'élection présidentielle de l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans cette crise post-électorale. Laurent Gbagbo, peu après, a été transféré à La Haye pour être jugé devant la Cour pénale internationale qu'il a acquittée en mars 2020 après une longue procédure. Et Simone Gbagbo a, elle, été condamnée en Côte d'Ivoire en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle a été amnistiée en août 2018 et libérée. Laurent Gbagbo, 76 ans, vit en couple depuis de nombreuses années avec Madi Mbamba, une ancienne journaliste âgée de 47 ans. Ils sont rentrés ensemble en Côte d'Ivoire après son acquittement et le feu vert du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Alors qu'il était en mission de reconnaissance pour sécuriser les alentours de la base opérationnelle avancée de Gossi, un véhicule de la force Barkhane a été attaqué par un véhicule suicide
a indiqué l'état-major français. Lors de cette attaque, des civils maliens ainsi que des militaires de la force anti-djihadiste française au Sahel ont été blessés puis transportés par hélicoptère vers la base de Barkhane à Gao où se trouve l'hôpital militaire. D'après l'état-major français, des unités d'alerte dans des hélicoptères et des Mirage 2000 interviennent pour appuyer les troupes au sol. Cette attaque intervient au moment où la France se sépare et a entamé un désengagement progressif du Sahel. La force Barkhane va disparaître au profit d'un dispositif recentré sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales via le programme de force spéciale européenne Takuba. La France prévoit de quitter les bases du nord du Mali, Kidal, Tombouctou, d'ici décembre 2021 pour concentrer sa présence sur Gao et Maleka, plus proche de la zone dite des trois frontières Niger, Mali et Burkina Faso. Le Premier ministre du Cameroun a présidé la 40e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique ce 21 juin 2021 à l'hôtel de ville de Yaoundé en présence du directeur général de cette institution africaine et de plusieurs personnalités. Joseph Dion-Gouté, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a par ailleurs dans son adresse rappelé toute la symbolique de la tenue de ces travaux au Cameroun. Le chef du gouvernement a tenu à rappeler que le Cameroun a adhéré au capital actif de Shelter Afrique aux premières heures de l'initiative. Le Cameroun a adhéré à Shelter Afrique en 1982 à travers une souscription au capital de cette institution financière. Nous avons corrélativement obtenu un accompagnement important. Nos entreprises publiques telles que la Société immobilière du Cameroun, SIC, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux Maïtur ont bénéficié des facilités de financement pour des projets. Des opportunités de financement ont également été offertes au Crédit foncier du Cameroun ainsi qu'à des promoteurs privés pour la réalisation de logements abordables. Sur environ 3,2 milliards de francs CFA de capitaux placés dans la société, le Cameroun a bénéficié approximativement de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Ces chiffres sont la traduction d'un partenariat mutuellement bénéfique en 40 ans de coopération. La collaboration est donc appelée à se pérenniser en s'intensifiant davantage. Le Cameroun, tout comme plusieurs pays africains, fait face au défi de la mise en place des logements décents dans un contexte marqué par l'insécurité, la croissance rapide de la population et la crise sanitaire. Il est urgent d'adresser la problématique de l'habitat décent et abordable à travers des projets développés dans le cadre du partenariat public-privé. C'est donc 40 ans qu'il y les deux parties. L'État du Cameroun a placé à ce jour 3,2 milliards de francs CFA de capitaux dans la société et a bénéficié en retour de plus de 24 milliards de francs CFA en termes d'investissement dans le logement social. En 40 ans d'existence, c'est plus de 3 821 logements livrés, plus de 20 000 bénéficiaires touchés dans le monde, plus de 26 747 emplois créés. C'est du moins ce qu'ont laissé entendre Andrew Chimfoda et Steve Menda, respectivement directeur général et président du conseil d'administration de Shelter Afrique, le président sortant et entrant de l'Assemblée générale et le maire de la ville de Yaoundé qui ont pris la parole lors de cette autre assemblée. À l'heure de la crise sanitaire due au Covid-19, le problème du logement se pose avec plus d'acuité. Il est donc question de mener une réflexion profonde sur la production massive des logements en Afrique. Célestine Ketchakoutez, ministre de l'Habitat. J'en appelle à plus d'efforts et d'engagement des États membres de Shelter pour pérenniser ce beau patrimoine. Et je peux vous dire, monsieur le directeur général de Shelter Afrique, vous avez dit que nous avons une guerre. Nous avons trouvé les armes de cette guerre ici au Cameroun
avec le projet pilote de la création des usines pour produire les matériaux de construction qui manquent tant. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à tous et à toutes des fructueux échanges au cours de cette semaine à Yaoundé, afin que nos résolutions qui seront consignées dans la déclaration de Yaoundé ouvrent la voie à une nouvelle ère, celle de la production massive des logements pour le bien de nos populations, appelées de tous ses voeux par nos chefs d'État et spécialement le président de la République. À vous, Monsieur le ministre, président sortant, je voudrais vous dire un grand merci. Un grand merci d'être venu personnellement à cette Assemblée générale, mais aussi un grand merci pour avoir, malgré le contexte sanitaire, permis à notre société de commencer à présenter des bilans positifs. I would do like you. During my presidency, I will try to preserve these activities that you bring in. We will continue to show positive balance sheet. Thank you. Une cérémonie d'ouverture qui a connu la participation de plusieurs acteurs du logement des pays africains. Je voudrais rappeler également que les cotisations des différents pays à cette institution financière de logement, non seulement elles sont importantes, elles sont utiles, mais pour notre pays, c'est une bonne chose, puisque Shelter Afrique va réaliser en Côte d'Ivoire un projet de 3000 logements dans une zone que nous appelons Songo, et nous allons bénéficier d'un financement d'environ 10 millions de dollars. Donc je voudrais dire que l'action de la Côte d'Ivoire est positive en termes de participation à la réflexion, à la stratégie, aux politiques de logement abordable. Et en retour, je voudrais féliciter Shelter aussi pour l'effort qui est fait pour le financement des projets de logement sociaux dans la plupart des pays, en Côte d'Ivoire en particulier. C'était l'occasion de montrer au gouvernement, au ministre de l'Habitat, au staff de Shelter Africa, ce que Metabois a mis en place ces dernières années. En effet, nous sommes une entreprise de fabrication, en fait de production des matériaux de construction préfabriqués à grande échelle. Notre vocation, c'est de construire et de commercialiser des logements de standing et des logements sociaux. Donc, nous avons mis au point, nous avons une usine, nous avons mis au point des technologies, on a même breveté nos cloisons, et nous sommes à mesure aujourd'hui de répondre au gros problème de l'habitat, ce déficit en habitat qui reste un problème qu'il faut couvrir. Nous pensons qu'on est à la hauteur aujourd'hui de construire des logements à grande échelle pour loger l'Afrique dans le confort. Les activités de cette 40e Assemblée générale ordinaire de Shelter Afrique prendront fin le 26 juin prochain. 3 grands moments sont au programme. Les tables rondes des ministres en charge du logement des 44 pays membres de la structure. Le symposium qui permettra de faire une évaluation des 40 ans de Shelter Afrique et de poser les bases des 40 prochaines années. Et l'Assemblée générale pour l'adoption des résolutions communes des pays membres de la société. Il s'est tenu au ministère des Finances à Yaoundé une séance ordinaire de travail et de dialogue sur la gestion budgétaire des recettes de l'État dans le cadre du programme 274. Une réunion dirigée par Cyril Edou Aloo, directeur général du budget, par ailleurs responsable du dit programme. Durant les travaux, le personnel du ministère des Finances a évalué tour à tour le niveau de réalisation des différents projets qui leur avaient été assignés au cours de l'exercice, notamment la mise en œuvre des 2 derniers dialogues de gestion, du niveau de mise en œuvre des activités du plan global de la réforme de la gestion des finances publiques, l'évaluation de la réforme des finances publiques et de l'état de mise en application du système de contrôle interne au sein du programme 274. Une évaluation dont les résultats sont plutôt satisfaisants. Cyril Edou Aloo, directeur général du budget. Les réformes ont été mises en œuvre dans le cadre du programme. Nous avons par exemple la préparation
de la tenue des débats d'orientation budgétaire a été préparé au sein de notre programme et maintenant porté par les autorités. Et depuis 3 ans, nous allons faire le troisième débat d'orientation budgétaire. Donc, nous continuons à optimiser, à voir ce qui n'a pas marché l'année dernière et ce qu'il faut améliorer sous l'autorité de notre chef de département. Ça a été fait dans le cadre de notre programme. Nous venons aussi, le Premier ministre vient de signer un décret qui organise le cadrage budgétaire pour mieux préparer les lois de finances, coordonner les travaux de prévision, de projection, de simulation des situations budgétaires et financières. Et ça a été préparé dans le cadre du programme, en liaison avec l'ensemble des administrations qui interviennent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est le résultat des séances de travail au sein du programme et avec les programmes sœurs. Après ce moment de travail, l'heure était à la reconnaissance et aux félicitations du personnel de ces départements ministériels pour leur large contribution à l'atteinte des objectifs du ministère dont ils ont la charge. Des médailles dans les différents ordres de la République ont ainsi été décernées à certains, tandis que d'autres recevaient des lettres de félicitations et d'encouragement. C'est le cas du directeur général du budget, Cyril Edou Aloo, et certains de ses collaborateurs qui ont reçu des lettres de félicitations et d'encouragement. Le directeur du budget n'a d'ailleurs pas manqué de remercier au nom de tout le personnel le ministre des Finances, Louis Paul Moutazeux, pour ce geste qui les honore. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le dialogue de gestion du mois de juin. Nous le faisons généralement à la fin du mois, mais nous avons rapproché cette échéance pour plusieurs raisons. La première, c'est que le programme 214 est impliqué dans les travaux en cours au niveau du Parlement, avec notamment la ratification des 2 ordonnances présidentielles et la tenue prochaine du débat d'orientation budgétaire. La deuxième raison, c'est que le ministre des Finances a eu à décerner à décerner les lettres de félicitations et des distinctions honorifiques, des médailles au personnel de l'ensemble du ministère des Finances. Et beaucoup de nos responsables ont reçu les médailles et d'autres ont reçu les lettres de félicitations. Il fallait donc, au sein du programme, communier pour célébrer toutes ces distinctions-là et encourager et transmettre à pratiquement l'ensemble du personnel qui intervient dans le cadre de ce programme les félicitations de la hiérarchie pour que cela soit vraiment bien perçu par l'ensemble des personnels du programme. Parce que si beaucoup de personnes, parce qu'il y a 3 directeurs, le directeur général lui-même et beaucoup de collaborateurs qui ont eu des distinctions, cela ne se fait pas au hasard, c'est parce que tous ceux qui sont avec eux concourent dans l'atteinte de ces résultats. On voulait donc partager cet instant pour non seulement remercier la hiérarchie, mais aussi féliciter nos collaborateurs, féliciter aussi les autres qui pourront également à leur tour, le moment venu, à recevoir les distinctions et des médailles aussi. Une manière pour le ministre des Finances de leur témoigner la reconnaissance de la nation suite à leur participation active et efficace dans l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Une initiative menée dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État qui a permis d'économiser 32 milliards de francs CFA par an. Le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion de la célébration de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain, placée sous le thème « Protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus ». Une priorité pour le gouvernement camerounais. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée en ce jour de célébration au Cameroun de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain sous le thème « Protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus », une priorité pour le gouvernement camerounais.
Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, remercier très sincèrement le très honorable président de l'Assemblée nationale pour avoir marqué son haut accord en vue de la tenue de la plénière spéciale qui nous réunit ce jour. Ces remerciements s'étendent aux honorables députés et responsables de l'Assemblée nationale pour leur accompagnement et les efforts consentis en vue de la tenue effective de cette importante rencontre dont la finalité est de sensibiliser les élus du peuple sur la nécessité d'un renforcement du cadre juridique et institutionnel de protection des enfants contre toute forme de violence. Vous me permettrez par ailleurs d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement qui ont contribué à la réalisation de cette assise. Qu'il me soit enfin permis de rechercher et de remercier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Plan international Cameroun et les autres partenaires au développement pour leur accompagnement multiforme dans la recherche des solutions appropriées aux problèmes que rencontrent les personnes socialement vulnérables en général et les enfants en particulier. La ministre a ainsi invité les élus locaux à veiller à la protection de chaque enfant contre la violence et tous les autres fléaux auxquels ils sont le plus souvent sujets. À sa suite, le Dr Colin Sawan, directeur des programmes à Plan International Cameroun, a pour sa part retracé de façon succincte les différentes atteintes aux droits fondamentaux des enfants au cours de ces dernières années en Afrique. En conformité avec l'article 19 de la Convention relative à la protection des enfants, qui stipule que les responsables doivent prendre toutes les mesures pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon et de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris les violences sexuelles. Toutes les organisations ici présentes et travaillant au Cameroun sont membres du Compact Young People in Humanitarian Action. Dans les zones d'urgence mentionnées, des programmes d'éducation accélérée, des programmes de santé, de protection des enfants par la prise en charge psychosociale des cas de trauma, la prévention et la gestion des cas de violence basés sur le genre sont régulièrement mis en œuvre. Les programmes d'autonomisation de leurs familles également. Toutefois, cela ne suffit pas pour un relèvement précoce. Il est question de tout mettre en œuvre pour sensibiliser davantage les élus locaux et la population afin de lutter efficacement contre toute forme de violence faite aux personnes plus vulnérables, dont les enfants. Notre rôle primordial, c'est de pouvoir protéger cet enfant et le permettre d'être réinséré dans la société. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des violences, ça rentre vraiment en droite ligne des missions du département ministériel. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une mission transversale. Il y a plus de 13 départements ministériels qui sont en charge de protéger l'enfant. Donc nous, à notre niveau, nous avons déjà pu contribuer à la ratification de tous les instruments juridiques pour la protection de l'enfant sur le plan légal. Maintenant, sur le plan opérationnel, nous avons des dispositions pour sécuriser l'enfant. Donc oui, aujourd'hui, c'est la priorité. Nous saisissons cette journée, la 31e célébration de la journée de l'enfant africain, pour faire une évaluation, pour voir déjà ce qui a été fait et quel est encore le chemin à parcourir. Donc c'est un grand jour pour nous, pour la protection des droits de l'enfant. La date du 16 juin est donc pour les États africains une occasion de marquer un temps d'arrêt pour faire le point sur les situations de violence à l'endroit des enfants en cours dans plusieurs pays, afin de prendre des mesures appropriées pour endiguer ce fléau et assurer davantage la protection sociale, le développement harmonieux, le plein épanouissement et le mieux-être de ces enfants.
Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a présidé ce 15 juin 2021 à l'hôtel de ville de Yaoundé la première conférence sémestrielle des gouverneurs des régions sous le thème décentralisation et ordre public. Ce, en présence du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, Galars Etoa, et du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bagangeli. Dès les premières lignes de son discours d'ouverture, le ministre de l'administration territoriale a tenu à transmettre aux gouverneurs ainsi qu'à toutes les autorités administratives placées sous leurs ordres respectifs les félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la qualité des mesures prises par ces derniers en vue d'assurer un encadrement sécuritaire sans faille dans l'ensemble du processus électoral dans notre pays depuis 2018. À cet effet, il a été recommandé aux élus locaux de travailler en parfaite intelligence et en toute synergie pour le bien-être des populations. Ceci sous l'encadrement des autorités administratives. Car, pour le ministre de l'administration territoriale, c'est en procédant ainsi qu'ils permettront à ces populations d'appréhender la plus-value de la décentralisation, c'est-à-dire l'amélioration qu'elles apportent à leurs conditions de vie, d'où le développement de proximité. Sur un autre plan, les gouverneurs des régions ont été engagés à veiller à la bonne exécution des chantiers de la Cannes Total 2021. Il leur a notamment été prescrit d'être présents sur le terrain afin d'assurer un suivi de proximité de tous les projets en cours d'exécution dans leurs régions respectives. Globalement, nous pouvons dire avec satisfaction, après avoir consulté les rapports des gouverneurs, que la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité font leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Certes, il y a des défis sécuritaires à relever dans certaines régions, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Mais après, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, examiné en profondeur les rapports des gouverneurs, nous disons avec confiance que la situation est en train de retourner, n'est-ce pas, graduellement vers une situation normale. Bon, nous avons également la pandémie du coronavirus qui est vraiment un désastre. Je crois que le chef de l'État a élaboré une politique de lutte contre cette pandémie. Cette politique est mise en œuvre par le premier chef du gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement, aux gouverneurs, d'appuyer les actions du gouvernement sur le terrain, notamment la vaccination. La vaccination, il est clair, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très utile pour freiner, n'est-ce pas, la propagation du Covid-19. Les forces de défense et de sécurité vont également faire leur travail. Ils vont traquer les bandits de grand chemin, ils vont traquer les terroristes et ils seront traduits devant les instances judiciaires. Il y a également le problème d'exécution des projets de développement. Le chef de l'État ne veut plus entendre parler de projets abandonnés. Parce que chaque projet abandonné, c'est l'argent perdu par l'État, c'est l'argent perdu par le gouvernement. Donc les gouverneurs des régions doivent veiller à la bonne exécution de tous les projets de développement. N'oubliez pas que le mandat, le septennat du chef de l'État, c'est le septennat des grandes opportunités. Alors les Camerounais veulent voir les autoroutes, ils veulent voir des bâtiments, des barrages et autres. Donc lorsque les projets sont lancés, les gouverneurs doivent accompagner ces projets jusqu'à leur aboutissement. Et au cas où il y avait des problèmes, ils ont également la responsabilité de signaler à qui de droit que certains projets ne sont pas en train de bien exécuter pour qu'il y ait des corrections nécessaires. Donc globalement, au plan sécuritaire, nous pouvons dire que les choses sont sous contrôle. L'état d'esprit des populations, c'est tout à fait OK. Les gouverneurs ont posé les problèmes de délestage et tout ça. Nous avons dit que le problème de délestage, c'est un problème qui préoccupe le chef de l'État et le chef de l'État est en train de prendre des mesures idoines pour que certains endroits qui manquent d'eau et d'électricité puissent être ravitaillés dans les plus brefs délais. Donc vous voyez que tous les projets, tous les problèmes ont été, n'est-ce pas, examinés en profondeur et à la fin de cette conférence des gouverneurs, nous restons confiants. Au sorti de cette séance de travail, Paul Atanganji a procédé à la décoration des gouverneurs des régions de l'extrême nord et de l'Adamawa. Il s'agit respectivement de Midiyawa Bakari et de Kildaji Boukar, qui ont été élevés à la dignité de commandant de l'ordre de la nation de la valeur. Ces derniers n'ont pas manqué d'ailleurs de témoigner de leur gratitude pour ce geste de reconnaissance. Je viens d'être récompensé par le président de la République. Et je crois que c'est une invite à plus d'ardeur au travail et à plus de détermination à remplir les missions qui sont les nôtres au niveau de nos différentes régions. Alors je crois qu'au niveau de la région de l'Adamawa, je vais plus que par le passé m'investir
à éradiquer systématiquement le phénomène de coupure de route et le phénomène de prise d'otages qui sont des phénomènes rampants dans notre localité. Et je crois que cette médaille est un aiguillon pour moi, pour donner le meilleur de moi-même, afin que les missions, je le répète, les missions essentielles régaliennes soient accomplies avec plus de bonheur et plus de dextérité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.